prendre un peu de recul aujourd'hui, comment on fait pour caractériser la variabilité d'un sol? Il y a plein de techniques qui existent, je suis pas forcément exhaustive, mais j'avais fait une sorte de typologie de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. En fait, il y a des méthodes très simples, c'est d'aller sur le terrain tout simplement. Donc, on voit assez clairement sur nos parcelles, surtout notamment en hiver sur sol nu, ben voilà, j'ai des différences de couleurs, j'ai des différences de comportement des machines. On arrive déjà à avoir une estimation de certaines variabilités du sol. Cependant, c'est pas forcément précis, c'est pas forcément quantifiable et on peut pas forcément faire grand-chose. Mais c'est une méthode qui existe, une méthode empirique qui existe depuis longtemps. Une deuxième méthode qui existe, c'est ce qu'on appelle le grid sampling ou échantillonnage, on va dire systématique, c'est-à-dire tous les hectares ou tous les 10 hectares ou tous les 2 hectares, je fais une analyse de sol qui me permet d'avoir une grille et d'avoir une cartographie des types de sols assez précises. Alors, je vous cache pas, vous savez mieux que moi que c'est particulièrement lourd à mettre en place, très cher, donc c'est quasiment pas utilisé, notamment en France. Éventuellement pour l'expérimentation en France, pour de la recherche, mais très peu par rapport à d'autres pays où c'est quasiment systématique. Je pense en Californie, au Canada, où c'est régulièrement fait. Donc voilà, échantillonnage systématique, non, c'est pas utilisé en France, du moins pour des vraies applications agronomiques derrière. Les cartes de rendement, on se posait la question parce que on peut entendre parler que les cartes de rendement vont représenter la variabilité d'un sol au sein d'une parcelle. Alors, peut-être, disons que ça dépend déjà si on est équipé. Tout le monde n'est pas forcément équipé en capteur de rendement, donc c'est pas forcément utilisé par beaucoup de monde. Mais en plus, les cartes de rendement vont dépendre de tellement de paramètres différents, de l'année, est-ce qu'il y a eu des maladies, est-ce que mon sol a été humide, etc. Finalement, les cartes de rendement reflètent très rarement la variabilité d'un sol. Ça peut arriver, mais il faut des conditions assez rares. Donc finalement, on n'est sur quasiment pas d'usage de ces cartographies de rendement-là. Donc voilà, pour l'instant, on en a 4 manières. L'agriculteur sur le terrain, ce qu'on appelle grid sampling, les cartes de rendement. La quatrième façon de cartographier un sol, c'est de faire appel à ce que vous a présenté Simon, la résistivité, la conductivité. Et c'est là-dessus que je vais axer ma présentation. Parce que finalement, c'est la seule technique qui existe pour caractériser avec précision un sol. La dernière technique qui existe, dont on entend parler des fois, c'est tout ce qui est télédétection, où par exemple, à partir d'une image aérienne, d'un avion, d'un drone, voire d'un satellite, on peut voir des grandes zones dans une parcelle. Cependant, c'est quasiment pas utilisé. Des techniques qui existent aussi, c'est utiliser l'historique parcellaire, par exemple les offres que propose BIAPI, d'analyser tout l'historique de la parcelle pour identifier des potentiels de la parcelle et notamment ce qui a caractérisé le sol. Le principe physique, on va en gros se baser sur les différences de comportement électrique du sol. Dans le cas de la résistivité, on va se baser en termes de méthodologie sur des électrodes inclusives, donc qui rentrent dans le sol, qui envoient un courant électrique, on va voir comment le sol répond. Et dans le cas de la conductivité, on va utiliser des bobines. Elles sont non intrusives et elles vont cette fois-ci envoyer un champ magnétique. Si on a le système de mesure, on ne va pas pouvoir en faire quelque chose derrière tout de suite, et donc ça implique une structuration du marché qui est assez spécifique, mais à beaucoup de choses de l'agriculture de précision, où en gros, on va avoir un fournisseur de matériel qui va vendre ou louer un matériel, un EM38, un Veris, etc., un fournisseur de services, par exemple, vous en avez entendu parler, hein, Defisol, Geocarta, pour en citer les plus présents sur le marché français. Ces fournisseurs de services prennent les mesures et vont fournir les cartes, celles que je vous ai présentées juste avant. Et c'est ces cartes qui sont transmises aux structures collectives, aux conseils agricoles, qui, avec l'expertise d'autres données de la parcelle, l'historique, les stratégies de l'agriculteur, etc., vont pouvoir en faire un conseil derrière. Mais on a en gros 1% de la surface agricole française qui a été cartographiée de cette manière-là. Une surface cumulée depuis 10 ans. Donc, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis. En gros, voilà, on a en gros 135 000 hectares qui ont été commandés et cartographiés de cette manière que vous avez vu juste avant. Quelle répartition conductivité-résistivité? On est un peu plus sur de la conductivité que de la résistivité pour plusieurs raisons. Déjà, le nombre d'acteurs, il y a plus d'acteurs présents en conductivité qu'en résistivité. En résistivité, on a quasiment que Geocarta, si je ne m'abuse, qui est présent. En conductivité, il y a Defisol, mais aussi plusieurs autres structures qui ne font pas que de la conductivité pour l'agriculture. Pour l'archéologie, pour les travaux, etc., ça existe par ailleurs. Donc, on a plus d'acteurs présents. C'est aussi un peu moins cher. Et puis, alors, comment choisir entre l'un ou l'autre? C'est un peu ce que disait Simon avant aussi. Ça va dépendre de la stratégie, ça va dépendre des types de sols, de ce qu'on veut en faire. Et une technologie ou l'autre peut être plus pertinente sur un sol plus sableux, plus caillouteux, etc.